Là, on voit que le livret A va encore baisser 1,7%. C'est tant mieux là, investissez, arrêtez de foutre tout sur le livret A. C'est putain. exactement ça. Passez à l'action, investissez. T'as vite envie de prendre un appart, donc tu t'endettes, parce que t'as le CDI, donc tu peux t'endetter. Donc tu t'endettes sur 20 ans, tu prends ton CDI. Un seul mot qui a caractérisé ma routine ou mes habitudes, en vrai c'était sacrifice. Tu te rends très vite compte qu'en fait tout ça c'est un peu du vent. La vraie organisation, c'est juste savoir où tu vas, avoir ta to-do list sur tes notes, ton calendrier qui est booké, et basta. En tout, je crois que ça fait 15 ou 16 milliards d'actifs, 4 fois plus gros que la banque. La différence, du coup, nos clients, c'est un ticket d'entrée qui est plus élevé qu'un Cyrus Suarez. Très simple, en fait, j'ai voulu appliquer les codes du marketing, du domaine un peu make money, donc tout ce qu'on voit, tous les infopreneurs, les entrepreneurs et tout qu'on voit sur les réseaux, j'ai voulu appliquer ces codes-là qui marchent. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du Café Finance, avec encore une fois un invité que j'ai l'honneur de recevoir sur ce studio, pour un épisode qui va être sûrement riche. Je reçois Louis Cheneveau, plus connu sur les réseaux sous le nom de Louis Nasto. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un peu ce que tu fais, où t'en es, etc. Ouais. Bah écoute, merci pour l'invite déjà Arnaud, et merci pour l'invite dans le Café Finance. J'ai pris mon petit ristretto comme toi. Ah ouais, c'est la coutume ça. C'est la coutume. Du coup, ouais, tu l'as très bien dit, Louis Cheneveau, Louis Nasto sur les réseaux, parce que c'est plus simple et parce que c'est un nom que j'ai hérité d'une marque que j'ai lancée il y a 2-3 ans qui n'avait rien à voir avec la gestion de patrimoine. Donc j'ai lancé les réseaux avec cette marque et petit à petit, du coup, j'en suis venu à garder ce nom-là, même si je parlais de gestion de patrimoine. Et donc, pour me présenter un peu plus largement, je suis diplômé de mon master gestion de patrimoine à Dauphine. Donc j'ai fait master 1, master 2 là-bas, j'avais fait toute ma scolarité à Dauphine avant. Et j'ai été en alternance, donc je suis encore en alternance pour quelques semaines. Je suis sur la fin là de mon alternance à la Banque Autingre, donc c'est une banque privée indépendante à Paris. En parallèle de tout ça, j'ai fait beaucoup de création de contenu, d'où notre gros point commun, la création de contenu sur le domaine de la gestion de patrimoine. Ça fait 1 an et demi, 2 ans que j'en fais et que j'en produis sur Insta, YouTube, LinkedIn maintenant. Et le but, évidemment, c'est de lancer un projet grâce à cette communauté, grâce à l'expertise que j'ai pu développer pendant ces 2 années dans le milieu de la gestion de patrimoine pour les jeunes entrepreneurs. Trop cool. Mais tu vois, tu parlais de notre point commun sur les réseaux. On n'en est pas au même stade quand même. Toi, ça fait 1 an que tu développes vachement ça. Mais en tout cas, on essaye de se développer aussi sur plusieurs réseaux. L'objectif, ce serait de parler de l'organisation de notre temps, que ce soit toi, moi. Ça permettra peut-être aux gens aussi de mieux comprendre qui je suis, ce que je fais. C'est vrai qu'on a lancé ça un peu comme ça, l'esprit entrepreneurial, quoi, un peu comme ce que tu fais. On a fait pas mal de sacrifices aussi, tu vois, dans notre quotidien. Je pense que toi, c'est pareil. Ça demande de l'organisation, ça demande du temps. On le fait pour des objectifs, donc on va essayer de développer un peu ça. Et dans la seconde partie, je trouvais ça hyper intéressant, et je t'en ai parlé d'ailleurs, t'as trouvé ça cool aussi, de parler de la différence entre effectuer son alternance, comme tu l'as dit toi, dans une banque privée, et moi dans un cabinet de gestion de patrimoine, parce que bon, on part d'une même branche au départ, qui est un master en gestion de patrimoine, même si toi t'es à Dauphine, moi je suis à l'IE de Lyon, mais dans l'idée c'est le même domaine. Et par contre, on est dans 2 voies différentes, donc ça va être hyper cool de développer. Et après, peut-être parler des objectifs à venir, de ce que tu veux faire plus tard, de ce que je veux faire plus tard, etc. Pour commencer, moi, j'avais d'abord une question, c'est comment t'organises ton temps au quotidien pour jongler entre ton travail, tes cours, tes projets à côté, etc. C'est une orga de fou, j'imagine. Avec plaisir. C'est vrai que c'est beaucoup de boulot. T'as pu déjà t'en rendre compte. Tant qu'on n'a pas lancé de projet, on se rend pas vraiment compte du temps que ça prend. Surtout la communication sur les réseaux, on a l'impression que c'est 2-3 stories, 2-3 réels, que ça se fait rapidement. Un podcast, il suffit de le tourner, etc. Mais en fait, c'est beaucoup de travail derrière, beaucoup de remise en question aussi. Surtout au début quand on se lance. C'est vrai que moi là, ça fait quasiment 2 ans maintenant, donc ça y est, je suis un peu dans la locomotive et ça avance et il faut juste suivre le rythme et garder le cap entre guillemets. Mais je me pose évidemment toujours des questions, comme tout entrepreneur ou comme toute personne dans n'importe quel projet. Au niveau de temps, j'aurais pas vraiment de conseils à donner, mais ce que je peux te dire, c'est moi, mon expérience, comment j'ai fait. Après, peut-être ça peut en inspirer certains, je sais pas. Je me suis lancé donc à l'arrivée de mon master, en master 1, en fait, première année, je me suis lancé sur les réseaux. Comme je l'ai dit rapidement en introduction, j'avais déjà les réseaux sociaux pour une autre marque, etc. Mais en gros, j'avais lancé une marque quand j'étais en Australie, une marque de bracelet qui n'a rien à voir avec la gestion de patrimoine. J'ai posté pendant 3 mois du contenu sur les réseaux. Ça a flop. J'ai posté vraiment un réel tous les jours pendant 3 mois, ça a pas marché. Et rentré en France, je me suis dit il faut que je fasse quelque chose avec ce compte. Donc j'ai continué de créer du contenu. Et à ce moment-là, c'est vrai que je me suis dit
je me suis donné l'objectif de création de contenu pendant 2 ans. On était le 12 septembre 2023 à l'époque et mon alternance, je venais de la signer jusqu'au 12 septembre 2025. Donc t'as pas de routine spécifique, tu vois, moi par exemple, mon quotidien il est vraiment organisé de A à Z, j'ai une routine tous les jours, on pourra peut-être en parler plus tard, etc. Toi t'as pas de routine spécifique. Si. Ah voilà, quand même. Justement, j'y viens. Mais donc quand je fais la petite intro, je suis un peu long, mais juste pour poser le contexte parce que c'est important. Quand je me suis lancé, je me suis juste donné cet objectif-là de, on verra dans 2 ans ce qui se passe. Je me laisse 2 ans pour entreprendre et pour créer du contenu et j'arrête pas le contenu et les réseaux tant que j'arrive pas le 12 septembre 2025, donc c'est-à-dire dans quelques mois là, à la fin le jour de la fin de mon alternance en fait. Et le but c'était évidemment de lancer un projet à partir des réseaux. Donc c'était en fait l'objectif initial. Okay. Pour arriver à cet objectif, évidemment, je me suis dit que j'allais publier du contenu pendant 2 ans. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à beaucoup moins voir mes potes, à mettre en place beaucoup d'actions. J'étais déjà un mec un peu instruit ou en tout cas passionné du développement personnel. J'avais déjà en vrai une routine qui était assez cadrée, etc. Mais c'est vrai que là, en se mettant ce projet-là dans les pattes et après en développant tous les petits projets que j'ai développés pendant ces 2 ans, t'es obligé en fait de faire des sacrifices. Moi, si je pouvais dire un seul mot qui a caractérisé ma routine ou mes habitudes, en vrai, c'était sacrifice. Et ça peut être mal vu ou ça peut être mal perçu ou on dirait que je peux mal le vivre. C'est pas du tout le cas. Je suis très content d'avoir pris ces sacrifices, d'avoir fait ces sacrifices. Mais c'en était parce que j'ai passé 3 ans à Dauphine à être à fond dans la vie associative. J'étais dans une asso, j'ai fait plein de soirées, etc. J'ai vécu la vie d'étudiant un peu d'école de co classique que tout le monde dont tout le monde rêve. En tout cas, quand moi je venais de Nice, j'étais très content de monter à Paris. C'était un peu un petit rêve de gosse et tout. Et donc c'est vrai qu'à partir du master 1, j'ai mis de côté tout ça et très vite j'ai beaucoup moins vu mes potes. J'avais plus de copines en plus à ce moment-là, donc pareil, moins de distractions entre guillemets, beaucoup moins de soirées. En fait, ça s'est fait progressivement, mais très rapidement en fait. C'est-à-dire que au début, j'ai commencé à dire non à 1-2 soirées, 1-2 sorties, 1 ou 2 potes, et puis en fait, au bout de 3 mois, les raisons commençaient à prendre et t'avais plus le choix. Enfin, t'étais embarqué dans un truc en fait, aussi, j'étais en mode, je tiens un truc. Ouais, faut continuer quoi. C'est pas le moment de lâcher quoi. Ouais, normal. Et tu disais que maintenant ça fait un petit moment que t'es comme ça et du coup tu disais c'est presque facile, faut juste tenir la cadence. Et du coup ça m'a fait réfléchir, je me dis mais en fait pour toi c'est de la discipline. Une fois que t'as installé ta routine, en gros c'est plus facile de la tenir. Moi je suis dans une idée un peu différente où je me dis à chaque fois justement faut te rechallenger pour améliorer ta routine, etc. Parce qu'en fait, tu rentres vite dans un truc où je me rends compte, moi, je me rends compte là, parce que tu vois, je fais plein d'autres choses à côté. Genre, on en parlait ce matin, je reprends des cours de maths là, parce que j'aimerais bien, après mon master à l'IAE, enchaîner dans un MSc en finance, donc passer le TAJ, le TOEIC, etc. Ah, c'est du boulot. C'est du boulot. Avec les réseaux aussi, c'est du boulot, même si moi, pour l'instant, c'est petit, c'est du boulot quand même. Mais c'est pas la taille faut essayer de... Oula, faut essayer de... Pas la taille qui compte. Faut essayer de produire quelque chose de qualitatif. Nous, c'est vraiment l'objectif avec Richard, tu vois, derrière la caméra, c'est de proposer quelque chose de qualitatif, c'est du boulot. Mais en fait, je me rends compte qu'il y a vite une différence entre être occupé. Tu vois beaucoup de gens qui sont occupés et être efficace. Parce que tu te rends compte que tu as beaucoup de gens qui sont occupés parce que tu donnes l'impression que tu es occupé parce que tu te mets des tâches. Mais en fait, peut-être que avec les mêmes tâches, si tu étais efficace, tu serais pas occupé. Donc, tu peux rajouter des tâches. L'objectif, c'est d'être occupé et efficace. Et pour moi, c'est là que tu donnes le meilleur de toi-même, mais ça demande, d'après moi, une remise en question perpétuelle, tu vois. Bien sûr. Toi, c'est plus facile une fois que tu as la routine mise en place. L'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire que c'est plus simple. Parce que quand tu as un objectif qui est plus gros que toi et que tu as un pourquoi qui est plus gros que toi, quand tu as vraiment un pourquoi puissant, c'est-à-dire que moi, j'ai toujours rêvé d'entreprendre, quand tu as ce semblant de traction où tu te dis putain, ça, je vais pouvoir le convertir, tu peux pas te passer, en fait, tu peux pas arrêter de penser à ça. Ouais, normal. Donc c'est tellement obvious que tu vas bosser là-dessus tout le reste du temps que tu as. Ça, c'est au début. Petit à petit, évidemment, il faut se rechallenger, etc. Mais quand tu as un profil comme moi où tu as plusieurs choses, moi, j'avais la banque tu vois, horaire de bureau classique, quoi, 9-19. Je fais pas mal de sport à côté. J'ai le podcast à côté et j'ai la chaîne avec la chaîne patrimoine, etc. Insta, TikTok, YouTube et tout. Quand t'as plein de trucs, déjà en fait t'as 10 heures de ta journée 9-19 qui sont bloqués par la banque. Ensuite, quand tu rentres chez toi, si t'as des projets et justement tu sais ce que tu dois faire. Moi j'avais typiquement pendant 6 mois, je pense, j'ai fait un réel par jour, une vidéo YouTube par semaine, un podcast toutes les 2 semaines. Enfin, c'est beaucoup de taf, énormément de taf, trop de taf en fait. Et du coup, t'es obligé, si tu veux maintenir la cadence et
tu veux la maintenir parce que t'as ce pourquoi, de juste quand tu rentres le soir, tu te poses pas de questions en fait. Tu vas au sport, tu rentres et t'as pas le temps de te poser des questions en fait. Ouais. Toi, tu sais d'où il vient ce pourquoi? T'as une famille d'entrepreneurs, Ma mère est salariée, mon père est entrepreneur, il est restaurateur, il est chef et il a son resto. Mon père a eu énormément de galères quand j'étais enfant. On est passé en fait, quand il est passé de salarié à entrepreneur, il est passé de bon statut entre guillemets, bon CDI à galère. les risques de Galère de l'entrepreneuriat, thunes, quoi. compliqué. Il a eu des gros problèmes d'association. Enfin, il a eu des gros soucis. Et en fait, je pense que à d'autres personnes, ça aurait pu refroidir d'autres personnes en voyant ça. Typiquement, ma sœur, elle est, tu vois, on est très proche en âge, mais elle s'est beaucoup plus référée, identifiée au parcours de ma mère, un peu plus stable, un peu plus, tu vois, CDI classique et tout, très respectable par ailleurs, hein, mais différent de de mes aspirations. Et moi, je me suis beaucoup plus identifié à mon père parce que malgré les difficultés, je voyais que il aimait plus que tout ce qu'il faisait. Son restaurant, c'était son bébé, c'est encore son bébé, il l'a encore aujourd'hui. Et en fait, c'était tellement, encore une fois, je pense que mon pourquoi vient du fait que j'ai vu le pourquoi de mon père très puissant. Et c'était son rêve de gosse d'ouvrir un resto. Et en fait, quand il a ouvert, les difficultés, c'était astronomique, mais il a réussi à les surmonter justement parce qu'il y avait ce pourquoi. Donc en fait, je pense, si je devais un peu overthink le truc, Extrapoler, voilà, réfléchir après coup, je dirais que ça vient de là peut-être. Mais ma sœur a vécu la même chose que moi et elle a pas ce truc là, donc ça dépend vraiment de chacun. Je pense que c'est une combinaison de trucs qu'on n'explique pas, quoi. Ok, mais tu vois, je pense qu'on est un peu marginaux dans ce sens-là, parce que j'ai fait un podcast, j'étais invité, vous l'avez peut-être vu, à faire un podcast sur le private equity, et la personne qui était invitée, qui bosse dans le private equity, expliquait que justement, aujourd'hui, avec la nouvelle génération, ils avaient presque du mal à recruter, parce que t'as beaucoup de jeunes qui qui veulent avoir un métier cool, mais qui pensent beaucoup à leur vie à côté aussi, et c'est respectable, c'est un choix différent. Je pense que là, dans ton cas, et dans le mien aussi, c'est un choix que tu fais, en gros, au moins de tes 20 à tes 30 ans, tu dis, bon, je vais tout mettre en place, etc. Est-ce que tu as des outils dont tu te sers au quotidien? Est-ce que je sais pas, tu t'organises, tu as des applis, des trucs, des tips que tu pourrais partager aussi? Peut-être ça peut me servir à moi aussi. Tu fais comment un peu? Tu sais, t'as un peu cette left curve, right curve, tu sais, t'as souvent ce truc de, je sais plus comment on appelle ça, la courbe de Gauss un peu, où en gros, quand tu débutes dans un domaine, t'es très basique. Donc typiquement dans l'organisation, ça va être, tu fais ta to-do list sur Note, tu bookes ton agenda dans agenda calendrier classique, tes mails dans Gmail, etc. J'en suis à là, moi, encore. Et c'est déjà un gros effort, tu vois. Tu montes. Alors plus ça va, plus tu te dis ok, faut que je m'organise comme un malade. Là, tu commences à prendre des logiciels de malade, Notion, des trucs, des bordels, tu plugs tout ça, tu fais des automatisations et tout. Et puis tu te rends très vite compte qu'en fait tout ça c'est un peu du vent et que la vraie organisation, c'est juste savoir où tu vas, avoir ta to-do list sur tes notes, ton calendrier qui est booké et basta. Donc en fait, mes types d'organisation, c'est rester simple et c'est vraiment secondaire pour moi. C'est-à-dire que typiquement, il y a plein de trucs, et c'est pas bien, je pense, hein, mais je pense être un mec organisé, mais il y a plein de trucs que je note pas dans mon agenda, que je note pas dans ma to-do, et pourtant, je sais que je dois les faire, je les fais, j'exécute, ça fait 2 ans que ça marche, tu vois, là, je suis en train de tourner des formations, tous les week-ends, je dois en tourner, j'ai pas besoin de me noter dans mon agenda que je vais tourner pendant de 15h à 16h le truc, tu vois, parce qu'en fait, je sais que je vais devoir le faire, et j'ai un peu cette vision où il y a un énorme pourquoi, ou un truc, en tout cas, qui me pousse derrière le dos, et ça fait 2 ans que ça dure, et il m'emmène vers la bonne direction, tu vois. Et tout ce qu'il y a autour, je sais pas, Ouais, ok. je vois pas. Ah, mais c'est marrant, c'est marrant. Ça veut dire que t'es vraiment déterminé. Je pense que c'est le terme. C'est Ouais. quand t'es déterminé à un truc, ça te pousse à donner la meilleure version de toi-même. Mais par contre, quand même, alors là maintenant, t'as quasi fini tes études. On en a parlé ce matin, donc t'as même fini, Ouais, quoi. j'ai Il te fini, reste juste encore la en fin de ton mémoire, alternance, mais ouais. t'as fini. Et d'ailleurs, tu t'en sers pour accélérer tout ce que tu veux lancer plus Ouais. tard et tout. Et on va en parler tout à l'heure. Mais pendant que tu étais dans tes études, Ouais. comment tu arrives à gérer les périodes de rush? Tu vois, moi, je pense au partiel. J'ai pas encore connu ça, je vais le connaître cette année et je pense que ça va me ça va me montrer quelque chose quand même où il va falloir que je m'organise différemment, etc. Comment tu gérais ces périodes-là un peu plus difficiles, on va dire? Loi de Parkinson. C'est, tu prendras, peu importe le temps que t'as, tout le temps pour effectuer la tâche. Donc, tu peux le voir en te disant, l'exemple très simple, c'est en gros, t'as un examen dans 2 semaines, tu sais très bien que même si tu te dis aujourd'hui il faut le réviser, tu vas le réviser les derniers jours. Et en fait, c'est comme, voilà, je sais pas, t'as un mémoire, t'as un devoir, tu te mets toujours à à la dernière minute, tu fais toujours au dernier moment. En tout cas, moi, c'est comme ça que je fais, et de mon expérience, c'est comme ça que les gens fonctionnent.
Donc, ce que je me suis dit, c'est, je suis actif en cours. Genre, j'essaie vraiment d'écouter parce que je préfère être 100% sur une tâche qu'être, je suis pas très multitask. Enfin, je peux pas faire 15 000 trucs en même temps. Et je pense que le cerveau humain n'est pas fait pour. Donc, moi, quand je suis en cours, j'écoute. Parce que ce qui était pas vraiment le cas en licence et tout, j'avais des très bonnes notes et tout, mais j'étais un peu, enfin, j'écoutais pas, je faisais autre chose, je travaillais vite chez moi après la veille des partiels et ça passait. Mais vu que là, j'avais pas vraiment aucun temps chez moi pour travailler les cours, mais que je voulais avoir des très bonnes notes. Enfin, tu vois, j'ai eu des vraiment très bonnes notes au master, etc. Et parce que je savais que ça allait me servir de preuve sociale pour ce que j'allais monter après, donc j'étais obligé de prouver. Encore une fois, t'avais un pourquoi. Ouais, et j'étais obligé de prouver que j'étais compétent. Mais du coup, pour vraiment pratico-pratique, en cours, j'écoutais. Je posais les questions dès que je comprenais pas, trucs, etc. J'essayais de pousser au max et de vraiment comprendre ce que la prof me disait. Je n'ai pas révisé une seule minute chez moi jusqu'à la veille de chaque partiel. À chaque partiel, je révisais la veille. Ça marchait. J'ai une mémoire vive, enfin courte là, à court terme, Ouais, qui un est peu comme moi, quoi. très très forte. À long terme, je suis éclaté. Mais donc ça marchait très bien pour les cours. Et pour les semaines carrément d'examen, je me mettais 3 jours, 4 jours max avant. Et là, je ne faisais plus du tout mes autres projets et j'étais 100% sur les cours. Focus là-dessus. Donc Okay. vraiment le truc, voilà, uniquement focus sur une seule tâche et au dernier moment. Comme ça, t'es sûr d'être en fait dans un rush. T'es obligé d'avancer, mais t'avances 1000 fois plus vite quand tu te mets à réviser 3 jours avant. Quand tu te mets à réviser 2 semaines avant, tu fais un peu ça et ça revient à ce que tu disais au début, c'est t'es booké mais t'es pas efficace. Donc ouais, puis moi j'ai vachement ce truc-là où un peu comme toi, tu vois, j'ai toujours eu plutôt, je pense, des facilités, mais j'ai jamais eu vraiment de pourquoi jusqu'à maintenant. Et du coup, j'étais un peu en mode, je me fais confiance, ça va passer, ça passait toujours dans la moyenne, moyenne bien, tu vois. Mais maintenant que j'ai ce pourquoi, je me rends compte de l'importance et de à quel point c'est dur quand t'as ancré une routine où tu te fais confiance et ça passe, d'aller plus loin que ce truc-là. Tu vas te dire, ok, ça passe, mais je peux faire plus. Et toi, apparemment, t'as pas eu trop de difficultés à ça, donc je trouve ça vraiment fort. toi, tu vois. comment on est nature curieuse Moi, je déteste ne pas comprendre quelque chose. Donc quand il y a un prof hyper smart qui m'explique un concept d'un GPAT et qu'en fait sur le coup je suis en mode ouais, je pense avoir compris mais je suis pas sûr. Ben moi je suis pas sûr, il va jamais sortir de ma tête. Donc en gros, quand moi à chaque chose, et c'est pour ça que j'ai réussi à Dauphine, hein, clairement, c'est juste chaque truc, bah j'essayais de faire ce qu'on appelle l'extra mile, mais c'est pas je le faisais parce que forcément je voulais des bonnes notes et tout, oui peut-être indirectement, mais c'est juste avant tout c'est parce que je suis curieux et en fait j'aime bien comprendre vraiment en profondeur les choses dont je parle et que j'évoque et que je vois au quotidien. Et bah typiquement l'ingénierie patrimoniale s'en fait partie, c'est un énorme sujet. Moi je suis pas du tout allé en GP pour ça de base, on y viendra peut-être après, mais je suis pas allé en GP pour ça et en fait c'est un truc ça m'a un peu passionné par la complexité des mécanismes. Oui, tu pouvais toujours creuser, tu comprends jamais tout. Bon, à la fin, je m'arrête quand mes capacités cérébrales ne vont pas plus loin, tu vois, parce qu'il y a des gens vraiment, ils sont juste trop smart et ils peuvent aller très loin. C'est pas mon cas. Ouais, j'ai le cas au cabinet, c'est sympa à voir, mais tu vois ça de loin. Moi, rentrer dans le truc, typiquement, je sais pas si je pourrais. Tu vois, faut vraiment être spécialisé là-dedans. Tu peux pas vouloir aller dans la branche plus finance, dans la branche plus ingé. Tu vois, ça c'est un choix que t'as fait. T'es expert d'un seul secteur. Tu peux pas être expert de tout. Bah c'est un peu ce qu'on demande quand même à un gestionnaire de patrimoine en soi, à la base. On y viendra. Après, mais je trouve que c'est un peu ce qu'on te vend, mais tu comprends très vite que c'est pas possible. Parce que si tu veux compétir avec les meilleurs, en fait, t'es juste très bon dans plein de choses, mais expert de rien. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Tu vois les experts, tu peux pas te dire expert de tout quand t'as vu dans ta vie un expert de quelque chose, typiquement en ingénierie patrimoniale ou en finance ou autre. C'est impossible. Tu vois le niveau de technicité du truc, c'est impossible. Moi, je suis complètement d'accord et c'est pour ça que je crois aux cabinets qui sont structurés. Pour moi, la gestion de patrimoine, c'est un ensemble. Moi, je l'ai le cas au cabinet, on l'a et je trouve ça trop bien, c'est que tu as un ensemble. C'est-à-dire, c'est le cabinet de gestion de patrimoine. On va gérer plein de problématiques. Par contre, à l'intérieur de ce cabinet, tu as des gens qui sont spécialisés dans chaque ou chaque domaine. Et tu vois, un gars, un CGP, quand il a une problématique vraiment fiscale poussée, il va voir le pôle ingénierie direct. Il cherche même pas à comprendre parce qu'en fait, c'est encore une fois, on revient à l'efficacité. C'est si tu essaies d'être expert en tout, t'arriveras pas, c'est du temps de perdu, mais ça demande par contre d'avoir des gros câbles, tu vois, quand même. Et c'est encore différent, quoi. Et toi, t'as fait le choix justement d'aller en banque privée par rapport à moi qui fait le choix d'aller en cabinet. Enfin, choix. C'est un peu tombé dessus aussi, mais en tout cas, on est dans 2 branches différentes pour un même domaine et c'est les 2 branches principales, on va dire. Avec les family Est-ce que toi, c'était et avec les family office, mais c'est encore différent, plus marginal en alternance encore, je pense. Est-ce que c'était un vrai choix réfléchi, tu vois, de manière proactive? Est-ce que tu l'as vraiment pensé en amont et pourquoi? Pareil que toi, ça m'est un peu tombé dessus. Moi, initialement, je voulais justement une alternance en family office.
parce que je voyais en family office tout ce qui me faisait kiffer de prime abord, c'est-à-dire l'indépendance, le fait que tu es en ce qu'on appelle en architecture ouverte, donc en fait tu vois vraiment, pour expliquer aux gens, mais tu vois vraiment toutes les solutions disponibles, t'as pas de biais, etc. Alignement d'intérêt parfait, gros ticket, donc gros client. Family office, multifamily office, c'est des tickets. Un vrai multifamily office, ça prend à partir de 10-20 millions. Oui, t'es à Paris en plus, toi, voilà. Donc, minimum. Après, t'as plein de CGP maintenant qui se disent MFO, donc multifamily office. Bon, c'est juste parce qu'ils aiment pas trop le branding du CGP, je peux les comprendre, mais c'est pas des vrais MFO. Ouais, ou des fois, t'as quelques clients, même dans un cap de GP, nous, on a le cas, t'as quelques clients où ça serait plus du family office, mais ça reste. C'est pas ta DA globale. Voilà. Ouais, c'est mais un vrai family office, je suis d'accord, ouais. Mais un vrai family office, en plus, si tu regardes, enfin, on va pas rentrer dans le détail, mais normalement, c'est des honoraires, c'est pas de rétrocommission, c'est un vrai family bien office. Différent, ouais. C'est différent. Mais donc, moi, je voulais une alternance en family office parce que, tout ça, pour toutes ces raisons, parce que pour moi, je voulais quelque chose où j'allais être versatile, un peu flexible, j'allais toucher à plein de choses. Je suis une nature curieuse, comme je te l'ai dit, et comme toi, donc tu vois très bien l'idée. Et d'où le fait que moi, je voulais pas la banque, parce que la banque, on me l'avait vendue comme, en fait, t'es dans ton rang, t'as entre guillemets un numéro, tu fais ton truc, tu fais ton boulot, tu vois jamais ce qui se passe ailleurs, et en gros, tu fais une seule tâche, t'exécutes et basta. C'est un peu comme on me l'avait vendu. Après coup, c'est vrai pour beaucoup de boîtes, beaucoup de banques, sans cracher sur les banques, mais beaucoup de banques retail, donc BNP, etc., même en gestion de fortune. Tu peux expliquer la différence entre banque retail et pure player, parce que toi, typiquement, tu es dans une banque pure player, donc je trouve c'est intéressant d'expliquer la différence. Il y a une vraie différence quand même en plus. Ouais, il y a une vraie différence, et j'ai essayé de le montrer sur les réseaux sociaux. C'est compliqué d'expliquer vraiment bien aux gens, mais en gros, t'as les banques que tout le monde connaît, c'est les banques retail, les banques de réseau, BNP, Société Générale, etc. Ces banques-là ont des segments gestion de fortune, donc qui s'apparentent à de la BNP banque privée, Société Générale banque privée, etc. Mais en réalité, une banque privée, normalement, c'est le mot privé, il a une signification, c'est l'indépendance capitalistique notamment. Donc c'est le fait que la banque est indépendante, qu'elle n'a pas de lien avec une structure, typiquement une structure de réseau, comme une banque de réseau là. Et donc une banque à contrario, une banque privée, enfin banque retail, segment gestion de fortune, et banque privée sur l'autre côté, c'est des banques, ce qu'on appelle aussi pure player, indépendantes, qui fonctionnent par définition en architecture ouverte, parce que elles n'ont pas de réseau sur lesquels s'appuyer, elles n'ont pas tout un asset management, donc elles n'ont pas toutes des fonds maison, et elles n'ont surtout pas de clients qui viennent d'une agence, l'agence du coin, etc. On verra jamais les tickets d'entrée pour les banques privées, c'est un peu comme les tickets d'entrée pour les segments gestion de fortune en banque retail, mais donc en banque retail, tu peux aller à la BNP du coin, et petit à petit, quand tu gagnes un peu d'argent, tu montes en grade dans la banque, entre guillemets, t'arrives à la gestion de fortune. Banque privée, pure player, c'est pas du tout une banque au quotidien, donc il n'y a pas de carte bancaire, de trucs de machin, c'est vraiment de la gestion d'actifs, et du coup c'est accessible à partir d'un certain niveau. C'est pas accessible pour n'importe qui, entre guillemets. Oui, c'est en dessous d'un family office, mais c'est pas la banque du coin, comme Exactement. tu disais, la BNP, c'est pas des banques retail, quoi. Enfin, tu retiens quoi de ton expérience dans la banque privée? T'as aimé, t'as appris plein de choses. Tu penses que t'aurais appris plus de choses en family office comme tu voulais aller au départ? C'est quoi un peu ce que tu retiens? Ouais, je pense que la banque privée dans laquelle j'étais, ça a été la meilleure alternance que j'aurais pu avoir, vraiment. J'ai appris énormément de choses. Il faut bien prendre en compte quand même que la banque privée, donc c'est Autingre, c'est une petite banque privée. On est 25 banquiers privés, c'est très peu. C'est 4 milliards d'actifs sous gestion. Si on veut comparer pour avoir une ordre d'idée, Cyrus s'est associé à Erez, a racheté Erez. En tout, je crois que ça fait 15 ou 16 milliards d'actifs. En gros, c'est 4 fois plus gros que la banque dans laquelle je suis. Donc c'est pour se rendre compte des niveaux de la différence de taille, entre guillemets, mais à la différence, du coup, nos clients, c'est un ticket d'entrée qui est plus élevé qu'un Cyrus Suarez. Mais donc, j'ai adoré parce que, de par la taille de la structure et le fait que ce soit une structure familiale avec une grosse histoire, très discrète, etc., un beau branding, un bon storytelling, on est amené à avoir non seulement des clients très intéressants, très différents tous, et moi j'ai eu la chance d'avoir un manager qui a cru en moi dès le début, qui m'a fait énormément confiance. Il prenait pas d'alternance de base dans cette banque. Je suis arrivé un peu là-bas par la force des choses, et on m'a fait confiance, on m'a donné les moyens de m'exprimer, et du coup je me suis éclaté parce que j'ai pu faire un vrai taf de banquier privé junior. En fait, j'étais pas du tout un poste d'assistant ou d'alternant. Quand je compare à ce que mes potes faisaient, moi j'ai eu la chance d'avoir des gens qui ont cru en moi et qui m'ont, d'une part, qui ont cru en moi, et d'autre part, d'être dans une structure qui permettait justement d'avoir de la liberté, de pouvoir toucher à tout. Tu disais tout à l'heure, tu vois, dans le cabinet, quand il y a une question d'ingépat, on va voir directement les ingépats. Nous. Ouais, enfin, c'est vrai et pas vrai. Tu peux réfléchir quand même, mais. Oui. Ou alors, des fois, tu vas voir les ingépates et tu gères le problème
un peu avec eux. Moi, j'essaye souvent de comprendre un peu, tu vois, à mon échelle, ce que je peux comprendre. Après, quand ça devient vraiment trop technique, bon, là, je laisse gérer parce qu'en gros, c'est de la perte de temps. Bien Pour sûr. quelqu'un, c'est son métier, de t'expliquer, c'est de la perte de temps. Mais dans l'idée, tu peux quand même apprendre pas mal de Mais choses, ça, tu vois. de Je base, nuance un peu quand même. ça, c'est que dans les cabinets. Ouais. En banque, normalement, c'est pas ça. Bah, moi, dans ma banque, c'était un peu comme le cabinet. C'est-à-dire que on avait que 2 ingénieurs patrimoniaux, 2 ingénieurs patrimoniales, en tout cas, c'était 2 femmes. Et en fait, elles peuvent pas traiter toutes les demandes qu'on a. Donc, par défaut, genre, vraiment, c'est par défaut, le gérant privé à la Banque Autingre est un gérant privé très versatile. Et doit toucher à tout, doit comprendre un peu toutes les choses et vraiment multicasquette pour le coup. Un peu comme le serait un family officer entre guillemets. Ouais. Sauf qu'en plus de ça, on est dans une banque, on est directement gérant privé, on n'est pas banquier privé, donc on peut passer les ordres pour nos clients. On est une des dernières banques à être comme ça en France. Donc voilà, je vais pas promouvoir, je vais pas faire mon vendeur Non, de mais c'est tapis. super intéressant. Par contre, tu vois, même pour les gens qui ouais. nous écoutent, en plus, la GP, c'est un milieu qui est en train de vraiment prendre. On le voit, moi, je l'ai vu à l'IAE cette année. Il y a eu le double de candidatures. Tu vois, d'habitude, c'est 1000 demandes pour un truc comme 34 places. Là, c'est 2000 demandes, toujours 34 places. Donc, tu vois que c'est en train de prendre quand même. Et d'après toi, tu vois, c'est en train de prendre pour quelle raison? Tu penses que c'est justement parce que c'est un milieu où tu peux toucher un peu à tout et te spécialiser plus tard? Tu vois, on en parlait ce matin dans le métro, c'est presque comme un tremplin, etc. Tu me disais, tu penses que c'est grâce à ça le... C'est très complexe parce que la gestion de patrimoine, du coup, par défaut, est multifacette. La gestion de patrimoine, c'est une profession qui n'est pas réglementée en France, donc n'importe qui peut se prétendre gestionnaire de patrimoine. Et donc dans l'eau, t'as aussi bien un multifamily officer qui crée son multifamily office à 20 millions de tickets d'entrée, qui est gestionnaire de patrimoine. Un mec qui a 45 ans qui se reconvertit gestionnaire de patrimoine parce qu'il était en finance corpo avant et que du coup il a des potes qui ont pas mal de thunes, il s'intéresse un peu à placer de l'argent et il se lance en indépendant, en solo. C'est aussi un gestionnaire de patrimoine. Un mec qui rejoint un peu le même profil d'avant, mais plutôt des 25-35 ans qui ont envie de gagner beaucoup de thunes, qui rejoignent des réseaux style Innovea, etc. pour vendre des produits à l'appel à des grands-mères. C'est un gestionnaire de patrimoine. Ouais. Tu vois, c'est Pour moi, c'est tellement... une des limites, tu vois, du truc. Peut-être que je vais Bah, pas me faire que des potes, mais en gros, il y a quand même une énorme différence entre un mec qui vient, comme toi, tu vois, de Dauphine, bon, l'IAE Lyon, ça reste quand même des bonnes formations aussi, de l'ESCP, tout comme ça, et des gens qui se reconvertissent à un moment et qui vendent des produits, qui comprennent à peine ce qu'ils font, parce que c'est vrai, il y a le cas, moi j'ai déjà vu le cas, enfin, il y a des gens comme ça existe, tu vois, même des gens qui vendent que des produits immobiliers, qui s'emmerdent pas, tu vois. les CPI, le Et Pinel fut un temps. bon, voilà, ça ouais. c'est bon, c'est pour moi c'est une des limites du truc. Mais quand tu arrives dans la GP, pour moi, tu arrives quand même toujours avec un biais, soit plus côté finance, soit plus côté ingé. Moi, du coup, j'ai plus côté finance parce que ma passion première c'était pour les marchés financiers. Et après, justement, ma curiosité m'a amené à la GP. Mais toi, c'est pareil, t'es venu avec le côté finance au départ, et là, t'es plus sur le côté ingé. Tu vois, d'ailleurs, tu lances ton school, etc. sur le côté plus ingé pour accompagner les entrepreneurs. T'en parleras plus tard. Comment t'as fait cette transition? Est-ce que c'est à la banque justement, tu t'es dit, ah, je suis limité en finance, je vais essayer d'aller là. C'est quoi? C'est voulu? Ça t'est tombé dessus? C'est comment? Plein de facteurs. Faut faire très simple. Bon, déjà, ingé, pour ceux qui nous écoutent, qui sont peut-être pas, voilà, c'est ingénierie patrimoniale, donc c'est tout ce qui va être fiscalité, légal, juridique, tout ce qui touche pas au financier, mais au reste, entre guillemets, et qui sont des leviers très intéressants pour des entrepreneurs ou des gens qui veulent placer de l'argent. Donc, effectivement, je suis venu en gestion de patrimoine pour le levier, enfin, pour le côté financier de base. Je me suis intéressé à la finance pendant le Covid, quand le pétrole était à moins $40. Et dans mon petit cerveau de mec de 18 ans, je ne comprenais pas comment c'était possible. On en a parlé avec Benoît la semaine dernière. Ouais, alors physiquement, le pétrole était pas négatif. Bien sûr, c'était les futurs. C'était les futurs, Bien sûr. mais enfin les futurs, c'est des dérivés financiers du pétrole pour ceux qui nous écoutent en gros qui étaient négatifs, et c'est redevenu positif avant que tu puisses vraiment trader être payé pour acheter du pétrole, tu vois. Mais ouais, ça, j'imagine, ça t'a interpellé. Moi, dans mon cerveau, je suis en mode, attends, comment l'or noir, on te paye pour en acheter. Ouais, c'est n'importe quoi, oui. Et donc, je suis tombé dans la finance de marché à ce moment-là, à part un biais qui aurait pu être un autre, mais c'était celui-là en l'occurrence. C'était un élément assez intéressant. C'était pendant le Covid en terminale. À partir de ce moment-là, je me suis dit, vas-y, je vais faire de la finance. Très vite, j'en suis venu à la gestion de patrimoine. Donc, c'est vrai que je suis rentré dans ce milieu-là par le côté financier. Et à Dauphine, non seulement en licence où j'ai fait beaucoup de droits, parce que c'est quand même une double licence quasiment Dauphine, beaucoup de droits déjà, L1, L2, L3 en gestion de patrimoine aussi, donc je découvre la fiscalité, etc. J'ai compris j'ai bien aimé cette mécanique de réflexion qu'on a dans l'ingénierie patrimoniale, de comment manier les textes de loi, le droit français, international, on y viendra, mais enfin il y a plein, c'est
extrêmement vaste. C'est un métier de chercheur, limite, tu Ouais, vois. C'est vraiment, mais tu dois chercher le moins de trucs, etc. Ça se joue à rien, des fois. Ça se joue à rien, et un rien peut avoir un gros impact, de grosses conséquences. Même en fiscalité, l'à peu près, c'est de la fraude fiscale en Ah bah fiscalité. oui, mais clairement. Et t'es toujours, tu travailles dans le flou des fois. Tu sais même Bien pas sûr. trop. Tu vois, des fois, t'as des vides un peu juridiques. Bien sûr, t'as les flous juridiques. À exploiter. Il y a un risque. Des fois. Mais tu vois, ce côté-là, moi, j'ai bien kiffé. Parce que c'était pas du tout les mêmes mécaniques de réflexion qu'en finance. Donc j'ai bien aimé. Et après, c'est vrai que du coup, bon, pour d'autres raisons, on y viendra, je pense, plus tard, pourquoi je me lance dans quoi et tout. Mais tu peux y venir en vrai. C'est hyper intéressant, tu vois. Là, je trouve que c'est le bon moment pour justement amorcer ce truc-là. Tu viens de parler de ta transition entre le biais plus financier et le biais ingé. Là, tu te retrouves dans un truc à la fin de ton alternance où justement tu pars vraiment dans ce biais-là. T'as toujours gardé cet esprit entrepreneurial, donc tu te lances en plus d'entrepreneuriat. Je trouve que c'est hyper intéressant que tu développes. C'est génial. Avec plaisir. Donc à la banque, j'ai vraiment creusé en profondeur ces sujets d'ingépat. Comme je te l'ai dit, on était assez indépendant entre guillemets, et assez flexible. Donc il y a un paquet de trucs que je faisais même pas remonter à l'ingépat et je faisais moi-même, tu vois. Bon, c'est pas bien de le dire, mais tant pis. Mais donc j'ai abordé plein de sujets différents, et j'ai notamment abordé le fameux sujet d'expatriation en banque, parce que l'année dernière, dissolution de l'Assemblée, quand toutes les personnes de gauche, le NFP, etc., disaient de partout, oui, il faut taxer les riches, on va tout imposer, etc. On l'a vu d'ailleurs, même le projet de loi de finances de Mélenchon et du NFP, c'était donc de faire une taxation sur le passeport. Et moi, je voyais cette dichotomie entre le discours, que d'ailleurs je peux comprendre, et la réalité de si on fait ça, si on augmente les impôts, les gens se barrent en fait. C'est ce qui s'est passé en Norvège. On peut prendre l'exemple en Norvège, typiquement. C'est le cas typique de même ce en qui s'est France, passé. c'est ce qui s'est passé en 98, quand dans le projet de loi de finances, c'était de mettre l'exit tax, suite au fait que à l'ISF avait augmenté, le plafonnement de l'ISF avait été déplafonné en 97 ou 96. Gros mouvement migratoire entre guillemets, beaucoup d'expatriation fiscale à ce moment-là. Donc on l'a déjà vu. En gros, les riches étaient plus imposés qu'avant, donc beaucoup de riches sont partis. Pour parler très vulgairement. Ils ont mis en place l'exit tax, etc. Donc on l'a déjà vu par le passé, ce que ça faisait d'augmenter les impôts. Donc moi, je voyais ce truc-là de ça m'intéresse ça. En fait, les gens partent. Comment on met en place les choses pour qu'ils s'expatrient? C'est quelque chose que j'avais pas du tout abordé à Dauphine avant. Donc je me suis intéressé à la fiscalité internationale à ce moment-là. On a accompagné des clients à s'expatrier, ou en tout cas à mettre en place des choses pour qu'ils puissent s'expatrier demain si jamais ils voulaient. Ça, c'est d'une part hyper technique, et deux, t'as un enjeu psychologique, parce que quand tu mets en place une expatriation, c'est pas rien, c'est un impact fort. Faut qu'il y ait un vrai intérêt fiscal, pour le coup. Et en plus, ça a un impact fort dans la vie des entrepreneurs. J'avais vu passer des chiffres où, en gros, la plupart des gens qui s'expatrient reviennent, en fait, quelques temps après. Tant pis, ils payent, mais en fait, ça a presque pas de prix des fois de voir ta famille, de voir grandir, je sais pas, tes proches, tes filleuls, tes neveux, tu vois, des choses comme ça. De toute façon, la fiscalité, c'est jamais la fin. C'est jamais une fin. Ouais, voilà. C'est un levier. C'est un levier, mais tu ne t'expatries pas pour des raisons exclusivement fiscales. D'ailleurs, tu n'optimises pas non plus pour des raisons exclusivement fiscales. C'est l'abus de droit en France. Ça m'a intéressé. Voilà, j'ai accompagné tout ça. Je connaissais pas du tout. Suite à ça, en plus, on a eu des cours extrêmement intéressants à Dauphine. J'ai eu un prof qui était passionnant sur le sujet, et je me suis aussi intéressé à titre perso en fait à l'expatriation, parce que de la même manière que beaucoup de jeunes, j'ai envie de voir ailleurs. Je suis pas forcément d'accord avec la direction que le pays prend, etc. Enfin, plein de raisons, mais donc, puis en tout cas, c'est intéressant, même pour toi dans la vie de tous les jours. Tu vois, ça, on revient au sujet de la curiosité. L'AGP d'ailleurs, c'est un truc qui peut servir à tout le monde dans leur quotidien. Là, je pense que même des gens qui sont pas dans le domaine, vous allez apprendre des choses à travers ces podcasts-là qui vont vous servir dans le quotidien. Louis, ce que tu fais sur les réseaux, c'est pareil. Vous apprenez des choses qui vont servir dans le quotidien. C'est ça que je trouve génial, moi, avec ce domaine-là. Ça touche tellement à tout en fait, et ça touche au droit. Le droit, on est dans un état de droit, hein, donc tout ce qu'on fait touche à ça. Et donc je me suis intéressé à ça, et c'est vrai que petit à petit, je me suis un peu passionné du sujet. J'ai vu aussi qu'il y avait une grosse demande. J'avais beaucoup d'entrepreneurs sur les réseaux qui me demandaient, qui me questionnaient sur ce sujet. Et j'ai vu en plus de ça beaucoup de personnes dire n'importe quoi sur le sujet, mais ça vraiment je veux le marteler. N'écoutez pas, les gens qui m'écoutent s'il vous plaît, n'écoutez pas les conseils de personnes qui n'ont pas fait d'études en fiscalité sur le domaine de l'expatriation. Ouais, mais même dans la finance de manière générale, on en revient à la même chose avec le trading, avec plein de choses. Enfin, je veux dire, on vous survend des choses sur les réseaux qui sont absolument fausses dans tous les domaines qui touchent autour de la finance, parce qu'en fait, c'est des domaines hyper techniques. Et comme on disait, c'est presque une courbe de Gauss. Enfin, t'as des gens qui ont l'impression de tout connaître d'un coup, parce qu'en fait, ils sont au début du truc, et tu te rends compte qu'il y a un truc hyper vaste et tout, et t'as l'impression d'être là, d'être expert.
Et en général, juste après, tu te rends compte que tu connais rien, tu vois. Et la grosse difficulté avec les réseaux, c'est que tous ces gens qui sont là, qui ont l'impression de tout connaître, ils peuvent raconter n'importe quoi sur les réseaux. 100%. Et c'est hyper dur de rendre le milieu de la finance, de la fiscalité, etc. sain. Et franchement, c'est ce qu'on essaye de faire avec ce podcast-là. On apprend ensemble, etc. Toi, c'est ce que tu fais aussi. T'apprends avec les gens, etc. Mais hyper intéressant ce que tu racontes. En plus, c'est à ce moment-là que tu as eu des entrepreneurs quand même qui sont arrivés sur ta chaîne. Au départ, tu ciblais plus les étudiants. Ouais. Nous, ici, on cible justement plus les étudiants parce que moi, il me reste quand même quelques années d'études. Toi, tu savais que ça allait être la fin. Tu avais expliqué dans un autre podcast que voilà, tu voyais pas trop la suite et du coup, tu voulais cibler les entrepreneurs. Et c'est comme ça que tu en es arrivé à lancer un peu ce truc-là. Tu racontes, tu avais des demandes d'entrepreneurs. Ouais, et en là, fait, boum, tu allies ta passion de la fiscalité avec ton envie d'entreprendre et ça crée ton school, quoi, en gros. Exactement, t'as fait le lien parfait. Mais donc, pour mettre un peu plus de granularité, moi, j'ai toujours voulu parler aux entrepreneurs parce que c'est des gens qui me passionnent. En fait, je suis vraiment fasciné par l'entrepreneuriat et les entrepreneurs, donc, et qui plus est par les jeunes entrepreneurs parce que c'est des gens à qui je peux m'identifier. J'ai lancé d'ailleurs exactement pour cette raison le podcast Jeune Doers sur toutes les plateformes, exclusivement pour rencontrer d'autres entrepreneurs, d'autres jeunes ambitieux. Donc, j'ai toujours voulu m'adresser à ces personnes-là. C'est des personnes que j'ai envie d'aider, en fait, aussi. Du coup, c'est quelque chose. Ouais, puis c'est motivant. Quand tu parles à des gens qui t'inspirent, t'as envie d'aider, t'as envie de. Bah, carrément. Et donc, sur les réseaux, effectivement, très vite, j'ai eu beaucoup d'étudiants qui me suivaient parce que, je montrais justement le quotidien d'un alternant banquier privé à 21 ans, ce qui est rare à voir. Et en plus, j'avais la chance d'être dans les bonnes études, dans la bonne banque, etc. Donc, c'était assez intéressant. Mais donc, très vite, moi, j'ai switché et je me suis dit, en fait, mes compétences de gestionnaire de patrimoine, je peux les mettre à profit des personnes qui m'intéressent et que je serais ravi d'aider, tu vois. Donc, les jeunes entrepreneurs, en l'occurrence. Et donc, chemin faisant, j'ai commencé à faire plein de value assets sur YouTube. Tu peux expliquer un peu ce que c'est les value assets? Moi, je les ai vus, mais value en plus, c'est un super bon levier qui t'a permis justement après de créer ton school. Donc, je trouve ça intéressant de développer un peu là-dessus. Value assets, très simple. En fait, j'ai voulu appliquer les codes du marketing et du domaine un peu make money, donc tout ce qu'on voit, tous les infopreneurs, les entrepreneurs, tout qu'on voit sur les réseaux. J'ai voulu appliquer ces codes-là qui marchent à la gestion de patrimoine. Ça n'existait pas au moment où je me suis lancé. D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. J'ai jamais vu encore un value asset finance et fiscalité sur YouTube. Ça va arriver. Je sais que c'est dans les tuyaux de certains. Mais donc, je me suis dit, je vais en fait faire des formations gratuites, longues, brutes, sans montage, machin. Juste, j'ai une mind map. J'explique un sujet très technique de la gestion de patrimoine et j'en ai fait une dizaine comme ça. Donc sur succession, mariage, investissement, passif, produits structurés, je crois. Produits structurés. Grand domaine. Ouais, large domaine, et il y avait beaucoup de choses à dire, et c'est d'ailleurs une vidéo qui a bien plu, donc je suis content. Normal, personne comprend grand chose, j'imagine, quand t'es pas dans le domaine, c'est hyper dur de comprendre. Avec la différence entre un Athéna, un Phoenix, comment tu fais tes trucs, enfin, c'est compliqué, quoi. C'est des infos qui sont pas dispo sur YouTube. Ouais, et encore du côté GP, nous on est au côté vente, tu vois, mais du côté structuration, c'est encore différent. J'aimerais un jour faire venir justement un structureur pour nous expliquer, parce que c'est des produits où, pour expliquer pour les gens qui connaissent pas trop, t'as tout un tas de couches de frais, t'as plein d'intermédiaires et t'arrives à avoir des perfs qui sont quand même assez folles pour le produit. Enfin, c'est génial. Enfin, dans l'idée, c'est génial. Ouais. C'est facile à vendre. Ouais. Et personne comprend trop les couches de frais, etc. Donc j'aimerais bien justement un peu développer ce truc-là. Je pense que c'est dur. Donc j'ai fait plein de value assets, plein de formations sur le sujet, sur la gestion de patrimoine de manière large. Et on était pile à ce moment-là, donc j'en avais fait déjà quelques-uns, même tous, j'en avais fait 8 ou 9 déjà sur le différents sujets. Ouais, donc déjà là tu prends en crédibilité quand même. Ouais, c'est la raison unique, exclusive et première pour laquelle j'ai fait ça. C'était pas forcément évidemment c'était pour former des gens que ça pouvait intéresser, mais au lieu de former des entrepreneurs, je me suis rendu compte que je formais beaucoup de CGP ou de banquiers privés qui regardaient mes vidéos, et c'est très bien. Peut-être qui te critiquaient d'abord au début parce que quand t'es alternant. Tu vois, moi j'ai encore 21 ans, toi tu dois avoir 22, 23 par là. Ouais, 23, ouais. 23. Enfin, tu te lances dans un sujet hyper technique. Ouais. Je pense qu'il y en a beaucoup qui te prennent. Ouais, carrément. Ouais. Et ces gens-là après regardaient tes vidéos, quoi. Bah oui, c'est marrant. C'est une victoire. Je le disais dans un dernier podcast, mais j'aime bien le dire parce que je trouve que le fun fact est drôle. Tu peux le redire. Et ça montre qu'en fait, vraiment tout qui est possible. Juste, si vous êtes sûr de vous, ça marchera, quoi. Parce que en fait, moi j'étais sûr que les sujets dont je parlais, j'étais compétent pour en parler, beaucoup plus que certains CGP qui vendent n'importe quoi à leurs clients, pour en avoir eu beaucoup. Et donc je me suis dit je vais faire ça sur les réseaux, et effectivement in fine c'est plus ces fameux CGP ou banquiers privés qui se formaient sur mes vidéos, et grand bien leur face, j'imagine. Enfin, c'est tant mieux pour eux que des entrepreneurs qui regardaient ça. Et donc chemin faisant, je me suis intéressé à la fiscalité internationale pour les raisons que je mentionnais tout à l'heure, et donc j'ai décidé aussi de faire un value assets là-dessus, mon dernier value assets là-dessus. Génial. Pareil, en fait, petit à petit, je me suis dit comment pousser le truc plus loin.
je savais qu'il y avait quelque chose à faire dans ce milieu-là. Je voulais pas prendre de CDI, je voulais entreprendre. On revient à mes raisons premières de cette activité. T'as toujours gardé ça, c'est marrant. Ouais, tout le temps, et j'étais sûr de moi. Tout le monde me disait, gros, prends un CDI 2 ans en banque et après tu verras, tu te mets bien et tout. Ça, c'est une grosse question que j'ai pour juste après. On en parlera avec grand plaisir. Je me suis dit, il faut que je lance du conseil pour les jeunes entrepreneurs sur tous les sujets sur lesquels je les forme gratuitement sur les réseaux. En fait, je peux donner encore plus de valeur en one-one, à un entrepreneur en particulier. Chaque cas est différent sur leurs problématiques, etc. Donc, j'ai décidé de faire un cabinet de conseil en fiscalité plutôt. Donc, en gestion de patrimoine au sens large, mais surtout en optimisation fiscale. Donc, avec un biais plus ingénierie patrimoniale. Vraiment un biais d'ingénierie patrimoniale. La raison, elle est double. Premièrement, le levier fiscal pour un jeune entrepreneur est beaucoup plus important que le levier financier. En fait, gratter 1, 2, 3% sur une alloc quand tu mets 200 € par mois. Sachant que c'est dur en plus. C'est dur et c'est bien, oui, tu tires à long terme, etc. Mais les entrepreneurs, aujourd'hui, ils font pas trop d'argent. Les entrepreneurs à qui je parle, certains font beaucoup déjà, mais d'autres commencent à prendre à peine de l'envergure. Et donc, ils font pas tant d'argent que ça au début, donc autant tout réinvestir dans leur business. Plus tard, ils feront de l'argent et là, on optimisera la location, là, on optimisera les pourcentages, etc. Mais au début, le levier fiscal de structuration notamment, au-delà de optimiser la rémunération, etc. Mais le levier fiscal, bien se structurer pour aller là où on veut, que ce soit en France ou à l'étranger, accompagner dans l'expatriation, etc. Tous ces sujets-là, c'est des sujets qui sont cruciaux pour les jeunes entrepreneurs et c'est des sujets sur lesquels ils ne sont pas accompagnés parce que on est à l'heure et c'est extrêmement bien, où on fait une SAS avec Conto ou Legal Place, où du coup en fait le conseil il passe dans un second temps parce qu'on a le produit qui est très facile à faire, on peut créer sa boîte, mais du coup on n'a pas vraiment un expert comptable, on n'a pas vraiment de conseil à qui parler, on sait pas trop comment faire, et donc moi j'ai eu cette certitude là et je me suis donc associé avec un ami à moi qui est expert comptable pour avoir cette approche globale holistique sur la proposition de valeur. Elle est très simple. T'es un entrepreneur, t'as des problématiques fiscales en France ou à l'international, on t'accompagne là-dessus. Bon, déjà en France, t'as quand même un sacré levier avec ce qui se passe en ce moment. Pardon, t'as quand même, c'est ton meilleur ami presque là, ce qui se passe en ce moment en France. Le gouvernement est mon plus gros levier d'acquisition. On dit souvent quand tu lances un business, le timing est important. Je pense que là, toi, t'es dans un timing parfait. Et d'ailleurs, t'es en train de le lancer là. Typiquement, tu peux peut-être teaser. T'es en train de t'en es où dans ce projet Donc moi, j'ai fait beaucoup déjà là de contenu gratuit, de coaching gratuit aussi. J'ai fait beaucoup d'appels avec des entrepreneurs, etc. Et je suis en train donc de tourner des formations que je vais lancer à partir de septembre. Donc en gros, dès septembre, il y aura une formation en expatriation que moi je tourne et une formation en optimisation et structuration en France que mon associé tourne. On va pousser ces formations-là. On a essayé, vraiment la qualité des formations qu'on est en train de faire, on se surpasse vraiment, on essaye de donner c'est énormément de boulot et le but c'est juste de pouvoir scaler et de pouvoir accompagner le plus de monde parce qu'on peut pas accompagner en one-one toutes les personnes, on n'a pas assez le temps en fait et ça coûterait beaucoup trop cher, donc on va faire un mix si tu veux de formation plus accompagnement pour perso. Ceux qui en ont besoin, ceux qui ont les moyens aussi, etc. Et puis ce qui est hyper intéressant, c'est que là c'est vraiment deux options différentes, et moi je trouve que tu as pris la bonne option, c'est d'ajouter de la valeur, de faire monter en compétence les entrepreneurs que tu accompagnes, et tu as tout un autre biais, un peu plus ancien je pense, tu vois, des entrepreneurs qui sont un peu plus âgés, etc. Moi je l'ai vu, qui pensent qu'ils ont une bonne idée de business, etc., qui ont des compétences et qui veulent pas faire descendre ces compétences parce que justement ils ont peur d'être tu vois, de rompre la chaîne de valeur, de plus être indispensable dans la chaîne de valeur. Et moi, je pense tout le contraire. Je pense que si tu apportes de la valeur, justement, que tu fais descendre ta valeur, tes compétences, etc., ça peut que te propulser plus haut. Parce qu'en fait, les gens te font confiance et t'es crédible. Tu vois, je pense qu'il faut pas qu'il y ait ce truc-là de couper la valeur entre ce que toi tu connais et ce que tu veux que les autres connaissent, quoi. Donc, hyper intéressant. C'est carrément le sujet de mon mémoire, hein. En fait, je suis un mémoire sur le sujet hyper intéressant, qui est un peu plus large que ça, mais c'est comment les acteurs indépendants de la gestion de patrimoine arrivent à répondre aux besoins des nouvelles générations. Et parmi les besoins de ces nouvelles générations, moi j'en ai mentionné 2 qui sont l'autonomie et la transparence. Et en fait, ça rejoint exactement ce que tu disais. C'est ce besoin pour nous, la génération Z, les millennials, etc., de comprendre fondamentalement ce dont on met nos billes, le levier fiscal dans lequel on va, etc. Avant, on était dans une époque où tout ça paraissait très flou, l'information n'était pas accessible, et donc les gens préféraient être guidés à l'aveugle par quelqu'un en qui ils faisaient confiance, une institution, une banque, un CGP, etc. Aujourd'hui, on ne fait plus confiance à n'importe qui parce que le temps nous a donné raison, il nous a montré qu'on pouvait pas faire confiance à n'importe qui se prétendait un titre ou n'importe quelle institution, et donc les gens ont besoin de comprendre, ont ce besoin d'autonomie, déjà de vraiment comprendre et même potentiellement investir par eux-mêmes,
on a vu tous les Mounir et les Mathias Bacchino, etc., qui ont démocratisé cet investissement retail au sens large, avec le DCA, les ETF, etc., tous les produits aussi qui sont venus avec. Ce besoin d'autonomie et ce besoin de transparence, montrer que tu sais de quoi tu parles, que tu formes les gens, que tu es compétent, parce que tu prouves par l'exemple et pas en le disant. C'est le point crucial, c'est qu'aujourd'hui, comme tu disais, l'information, elle est disponible. Globalement, sur n'importe quel sujet, c'est disponible. Ce qui est difficile, c'est plus d'avoir l'info, c'est de trouver la bonne info. Et surtout dans les milieux dans lesquels on était, on a parlé vite fait tout à l'heure, mais c'est vraiment ça qui est compliqué. Ouais. Toi, je trouve que tu as une vraie proposition de valeur là, avec tes formations, etc. Du coup, on va dire que tu as deux accompagnements. En gros, tu as un accompagnement vraiment formation, les gens viennent apprendre, tu vas chercher ce qu'ils ont besoin, et tu as un accompagnement perso, où là, ça va te prendre, enfin, c'est presque des honoraires, en gros, c'est... Exactement. En fait, les deux sont très liés. Si tu veux, ça va dépendre du client, de ses attentes, de son profil. Encore une fois, la proposition de valeur, c'est de cibler un entrepreneur qui a des problématiques fiscales, donc qui trouve qu'il paye trop d'impôts, entre guillemets, ou qu'il est mal structuré, ou qu'il a des besoins et il sait pas trop comment y arriver. Une connerie, t'es un entrepreneur, tu commences à scaler. Au moment du passage de micro à une boîte, tu sais pas trop quelle boîte choisir. Si on va un peu plus loin, t'as déjà ta boîte, ça crache, enfin ça fait de l'argent. Tu veux te structurer pour investir en immobilier, etc. T'as des problématiques de holding, d'investissement, etc. Et là, c'est des cas très simples que je dis, mais ça peut être très très large. Donc ça peut être en France et ça peut être aussi à l'international, parce que si tu veux t'expatrier justement à ce fameux passage de micro à SAS par exemple, ce passage en société. Toi, tu te lances en SAS, typiquement là. Ouais, moi typiquement je me lance en SS là. Et donc effectivement, en fait, je suis confronté aux mêmes problématiques que les jeunes que j'accompagne. C'est-à-dire que moi aussi je me pose la question de l'expatriation, moi aussi j'ai envie de me structurer pour lancer mon business. Donc je suis skin in the game en fait, je suis ils peuvent s'identifier à toi facilement. Nous, c'est pareil avec ce podcast, l'idée c'est de parler à des jeunes parce qu'en fait, tous les podcasts sur l'entrepreneuriat, la finance, enfin, c'est déjà des gens qui ont réussi. Tu citais Mounir tout à l'heure, c'est génial ce qu'il fait, Mathias Bacchino, c'est génial aussi. Mais c'est des gens qui ont déjà un business, qui ont déjà une expérience de fou là-dedans. Mounir, il a un background quand même énorme. Enfin, il était dans Captain Train, etc. Il a un background fort, quoi. Je trouve que c'est plus difficile de s'identifier quand t'es justement jeune, étudiant, etc. Que ça manque de gens comme ça. Donc, s'il y a des gens qui se reconnaissent là-dedans et qui veulent se lancer, il faut se lancer. C'est juste génial. Ça demande juste beaucoup de temps, quoi. C'est tout. C'est vraiment la seule contrainte. Beaucoup de temps et beaucoup de détermination, et tout le reste suivra. Et c'est ce que je voulais te poser comme question tout à l'heure, c'est que il y a deux idées qui s'opposent. T'as les gens qui disent faut d'abord monte en compétence dans un CDI, prends en expérience et lance-toi après. Et t'as les gens comme toi qui disent en fait ça c'est la perte de temps, en gros, lance-toi direct et on verra bien. Est-ce que déjà ça doit faire peur de faire ce choix. Bon, t'as le bien entrepreneurial, mais quand même. Comment t'as fait ce choix-là en fait? Pourquoi tu t'es pas dit vas-y je vais rester un peu à la banque, prendre en compétence et je me lancerai après? Les gens ont ce choix parce qu'ils pensent limiter le risque en prenant le CDI pour se lancer après. Donc si on part de ce postulat-là, c'est je vais choisir un CDI pour me lancer après parce que je vais limiter mes risques. Moi, à ça, je vais prouver par A plus B là en 2 phrases que c'est faux. Parce que si tu te lances direct, tu vas monter en compétences beaucoup plus vite. Si ça marche, tant mieux. Et tu auras gagné 2 ans ou 3 ans de CDI. Et si ça marche pas, tu reprends ton CDI. Et ça aurait pas marché après un CDI parce que t'auras été formé beaucoup plus rapidement en te lançant solo dans la jungle que dans un CDI où t'es assisté. Où on te tire par la main. Premièrement, moi, encore une fois, je vais pas donner de conseils aux gens parce que chacun fait sa vie, mais moi, je parle d'expérience. J'ai appris beaucoup plus grâce au fait de faire l'extra mile pour faire des value assets, pour former les gens, pour tous les projets que j'ai fait en perso, que à la banque typiquement. À la banque, je me suis beaucoup formé, mais là où je suis allé encore plus loin, c'est pour former les autres. Parce que le meilleur moyen d'apprendre une compétence, c'est de l'apprendre aux autres. Donc, t'es obligé de comprendre en profondeur pour vulgariser, démocratiser. Et donc, en fait, petit à petit, je me suis rendu compte d'une chose qui est très simple, c'est je me lance aujourd'hui. Si ça marche pas, je me laisse même 1 an, 2 ans. Dans 2 ans, si ça plante, je fais faillite, je suis sur la paille. Mais t'as connu l'expérience en plus. Tu citais avec ton papa qui s'est lancé, etc. Ouais. Donc t'as pas peur de ça. Non, parce que je suis conscient des risques. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en plus, moi, je pense le truc difficile quand tu te lances dans un CDI avant, c'est que tu tombes presque dans un confort. Et pour moi, le confort, c'est vraiment l'opposé de ce qu'il te faut pour te lancer dans l'entrepreneuriat. C'est une mauvaise habitude, en fait. Ouais, c'est différent, je pense. Juste, c'est que une fois que ta vie, c'est compliqué, quoi. Si tu veux entreprendre, avoir un CDI, c'est une mauvaise habitude pour commencer, quoi. Oui, clairement. Clairement. Ça demande plus d'efforts
de faire le switch quand t'as déjà 2-3 ans. Et ce que les gens ne voient pas en plus, et ça, je peux vous le dire pour ceux qui sont pas encore en entreprise typiquement, hein, mais on le voit très vite. C'est-à-dire que c'est pas un mythe, quoi. Le CDI, il t'aspire vraiment. C'est-à-dire que très vite, bah, tu peux te passionner pour ton métier, tu peux faire plein de trucs. Surtout dans les milieux comme ça. Tu peux faire des longues heures. T'es entouré de gens qui, du coup, sont aussi très, très, très à fond là-dedans. Tu vis à Paris, t'as vite envie de prendre un appart, donc tu t'endettes parce que t'as le CDI, donc tu peux t'endetter. Donc tu t'endettes sur 20 ans, tu prends ton CDI, tu te maries avec ta copine, tu fais des enfants. Et en fait, t'es dans une boucle. Bah, très vite, t'es dans une boucle et ça convient à plein de monde. Et j'encourage les gens à le faire. C'est pour ça que je disais qu'on est un peu marginaux tout à l'heure. Bien sûr. C'est pas la boucle dans laquelle. Et ce que je veux dire, c'est que si ça te fait pas kiffer, et moi, ça me fait pas triper, parce que je voyais mes collègues, en fait, qui avaient 10 ans de plus que moi, j'avais pas envie d'être à leur place dans 10 ans, même s'ils étaient très, très heureux, etc. Je me voyais pas là-dedans. Donc, parce que t'as un autre pourquoi, je pense. Là, typiquement, ton truc en lançant ça, c'est pas, tu le fais pas pour le salaire tout de suite. Je pense que tu serais bien mieux dans un CDI en banque privée ou quoi. Là, tu le fais vraiment pour être reconnu dans ce que tu fais plus tard, en fait. C'est pour aider les gens, pour être... Mais même pour en fait, la liberté, hein. Enfin, on peut y revenir à ça. C'est moi, la notion fondamentale de toute ma vie, mon pourquoi, c'est la liberté. Donc c'est, en fait, j'ai vite compris. C'est quoi pour toi la liberté? Qu'est-ce que t'appelles la liberté? C'est hyper vaste, en fait. C'est d'avoir aucune friction entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Ok. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui veulent être indépendantes à la campagne, être autonomes. Tu sais, il y a aussi un peu cette truc-là. Il y a pas des personnes, elles veulent être autonomes, vivre dans leur petite ferme, etc. S'autosuffire, être en autosuffisance. Bah, si elles veulent vraiment faire ça, elles seront libres que quand elles pourront le faire. Donc en fait, elles devront se donner les moyens d'avoir peut-être un peu de revenus passifs ou d'avoir un petit stock de capital pour le faire, etc. Si tu veux vraiment te donner à fond dans le CDI, monter dans une grosse boîte, gravir tous les échelons, etc. Bah, t'es libre de le faire. Donc tu peux le faire, donne-toi les moyens et tu le feras. Moi, la liberté, c'est géographique, temporel, le fait de vouloir bosser ou ne pas bosser en fonction de ce que je veux, de jumper sur différents projets, et de ne pas dépendre d'un salaire. Parce que pour moi, le salaire, par définition, fait que tu n'as pas la liberté géographique, même si maintenant on a du remote, etc. Donc certaines boîtes te laissent un peu libre, mais bon. Et surtout, t'as pas la liberté temporelle. T'as 5 semaines ou allez 10 semaines pour les certaines banques, etc. Mais 2 vacances par an. Moi, c'est pas être libre. Enfin, c'est pas ce que j'appelle être libre. Tu trouves que c'est atypique, toi, parce qu'on est dans un environnement, on en parlait avec Benoît à l'extérieur de chez Goldman Sachs. Si vous avez pas vu l'épisode, je vous invite à aller le voir. De la différence de mentalité entre la France et les US. Lui, il a tout de suite senti un truc différent aux US. Tu vois, il a tout de suite eu envie de partir aux US parce qu'il sentait que cette énergie qu'il y avait en France, c'était pas ce qui lui correspondait. Alors, est-ce que toi, tu trouves que c'est mal vu? Est-ce que tu as eu des remarques ou des choses comme ça où tu te sens que afficher ses ambitions quand t'es jeune, que t'as envie d'entreprendre, de te lancer, de prendre des risques, c'est pas trop le cas de la majorité en France. Est-ce que t'as vu ça comme un frein? Est-ce que c'est pour ça que tu veux aussi une liberté géographique bien pour sûr. Plus tard ou... Mais bien sûr, parce que on le voit bien. Moi, j'adore la France, hein, honnêtement. Ah, moi aussi. C'est le meilleur pays pour avoir un peu voyagé et tout. Je trouve que c'est le meilleur pays. Mais bon, ça serait une autre problématique. Je pourrais en faire un podcast entier là-dessus. Mais donc, pour revenir à ta question, liberté géographique pour moi, c'est de pouvoir aller dans le pays qui te correspond au moment de la vie, enfin au moment de ta vie, parce que en fait c'est le pays dans lequel je veux prendre ma retraite ou avoir des enfants n'est pas forcément le pays dans lequel je veux entreprendre. Et donc pouvoir voyager tout ça et concevoir sa vie comme tu l'entends, c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mais la différence de mentalité, oui, j'ai vu, oui, forcément, mais je pense que je pense que t'as aussi reçu des critiques. Pas encore, c'est dire que ça a pas encore assez pris, quoi, tu vois. Ouais, ça viendra, t'inquiète, ça viendra vite. Oui, des critiques, et puis même, c'est le regard des gens, et en fait, alors, pour remettre quand même l'église au centre du village, moi j'ai l'impression que c'est pas forcément malveillant, en tout cas au niveau auquel je suis. Je pense que quand tu commences à faire beaucoup d'argent, à l'afficher sur les réseaux, etc. Ouais, clairement, l'ambition en France, c'est pas quelque chose de bien vu. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça que j'affiche pas non plus tant que ça l'ambition que j'ai sur les réseaux et tout, parce que je trouve, parce que t'as quand même, en tout cas, elle est là, l'ambition, même si tu l'affiches pas, elle est là, parce que c'est ce que tu fais, c'est l'énergie que tu dégages au quotidien, etc., tu vois. Mais, pour l'instant, j'ai pas encore senti trop ce truc-là de vraiment les gens veulent te mettre des bâtons dans les roues. Ça, je l'ai pas senti encore. Ok. Mais ça ne m'étonne pas que ça arrive, parce que pour avoir vu des gens très proches de moi qui ont bien réussi, c'est assez clair. Ouais. Mais t'as vraiment ce côté en France de aversion au risque à balle. Et donc, en fait, les gens veulent être bienveillants. Même les gens qui veulent être bienveillants avec toi, ils vont te conseiller de prendre le minimum de risques. Et pour la raison que j'ai montré avant, pour moi, c'est plus risqué de prendre un CDI si tu veux entreprendre que de te lancer tout de suite. Encore une fois, même si dans 2 ans je me retrouve sur la paille, je reprends un CDI. Parce que tu perçois le risque différemment, toi. Enfin, dans ta tête, tu perçois le risque. Je pense que c'est ça. Mais en tout cas, ça veut dire qu'il y a quand même un boulevard énorme en France, notamment sur l'investissement, la finance, etc. C'est pour ça que des gens comme Mounir, Mathias, etc., je l'appelle Mathias, Monsieur Bachino, s'engagent dans cette voie-là.
parce que il y en a peu qui investissent aujourd'hui parce que justement les gens veulent pas prendre de risques. Là, on voit que le livret A va encore baisser 1,7% pour ceux qui l'ont vu. C'est tant mieux là, investissez, arrêtez de foutre tout sur le livret A. C'est exactement ça. Ça veut dire en gros arrêtez d'épargner. Pourtant, on est très bons épargnants en France. Ouais. Ça veut dire passez à l'action, investissez. Et pour nous qui sommes dans le domaine, c'est un levier énorme aussi, quoi. Donc je pense que les mentalités vont changer. Bien sûr. Mais il y a un temps de latence, je pense, entre les US, alors c'est pas le seul pays, mais d'autres pays et la France là-dessus, quoi. Bah moi, je suis convaincu que les mentalités peuvent changer, en tout cas en surface, ou pour une certaine frange de la population. Mais il y a quelque chose de plus profond que la mentalité, c'est la culture. Et chaque pays a sa culture, chaque zone du monde même a sa culture. Et la culture française n'est pas une culture capitaliste, avec tous les bons côtés, les mauvais côtés qui vont avec. Mais n'est pas c'est pas capitaliste. C'est à la limite en tout cas, c'est pas libéral. C'est du capitalisme de connivence, la France. C'est du statut. C'est tout sauf le libéralisme et la France, il faut 7 générations pour changer de statut social, de changer de classe sociale. Sauf avec l'entrepreneuriat, c'est le seul levier où mais en moyenne changer de statut on est le pire élève en Europe, même en OCDE, on est le pire élève en OCDE pour changer de statut. C'est-à-dire qu'il faut 7 générations pour un mec qui passe de pauvre entre guillemets, ou en tout cas le premier quartile au dernier. Je connaissais même pas cette stat, c'est énorme. Je savais même pas, pour être honnête, mais c'est énorme. Tu parlais justement, c'est plutôt moi qui te disais que le meilleur levier pour justement éviter ces 7 générations de changer de classe sociale, c'est l'entrepreneuriat. Clairement, c'est le seul moyen d'y parvenir. Toi, tu as fait ce choix-là tout de suite. Du coup, tu rentres aussi dans des clubs d'entrepreneurs, tu essayes de t'entourer. Tu as vite compris qu'il fallait s'entourer justement de gens qui pensent comme toi. Tu m'as dit ce matin que tu étais venu justement pour partager une énergie que tu avais sentie que pour la visibilité que ça t'offre et tout, parce que c'est pas encore, c'est pas famous, on va se le dire. Est-ce que tu peux expliquer comment tu as commencé à t'entourer de gens comme ça et si tu as un entrepreneur, peut-être que tu as reçu dans Jeune Doers, ton podcast, on n'en a pas parlé, mais où tu invites des jeunes entrepreneurs globalement, qui t'a marqué et est-ce que tu peux dire pourquoi, tu vois, parce que des fois t'as des gens, ils te marquent, tu sais tout de suite pourquoi, tu sais qu'il y a un truc en plus, quoi. Donc déjà, comment s'entourer d'entrepreneurs, le tuto très simple que moi j'ai c'est mon petit tuto, encore une fois, ceci n'est pas un conseil, faites votre vie. Faut que j'écoute aussi, parce que moi à Lyon typiquement, tu vois, je suis pas dans ce cercle là. C'est vrai que Lyon c'est peut-être un peu plus compliqué que Paris, parce qu'il y a moins de trucs, mais justement peut-être que c'est un peu plus communateur parce qu'il y a moins de personnes, donc c'est plus facile de connecter. Tout n'est pas acheté non plus, je pense. Mais donc moi, il y a 1 an et demi, j'étais j'étais un étudiant classique à Dauphine, entouré d'autres étudiants à Dauphine, etc. Mon réseau, mon cercle social, c'était que des personnes, plein de choses, etc. Mais c'est pas des personnes qui m'inspiraient pour aller là où je veux aller. Pour entamer ce processus un peu d'extraction de classe sociale, de sortir de ce milieu étudiant pour passer à un milieu entrepreneur, parce que je savais que c'était en m'entourant de personnes, c'est la fameuse loi des 5 personnes, hein, t'es entouré des 5 personnes, t'es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes. Bon, je pense que y a rien de plus vrai que cette phrase. Et donc, pour s'entourer de ces entrepreneurs, c'est vrai que je me suis dit, comment faire? Voilà, comment faire? Je suis à Paris, je connais personne, j'ai 2000 abonnés sur les réseaux, tout le monde se fout, on s'en fout, en fait, personne va me donner l'heure, tu vois. Et du coup, j'ai lancé un podcast qui s'appelle Jeune Doers, dont je parlais tout à l'heure, pour uniquement connecter avec des entrepreneurs à qui je n'aurais pas pu, ou je ne serais pas vu seulement leur proposer un café, tu vois. J'aurais pas pu leur dire chaud de meet-up, on fait un café 1 heure. Voilà, c'est pareil. Moi, typiquement, si c'était pas pour le podcast, j'aurais pas pu te rencontrer. Et du coup, c'est génial aussi. C'est un vrai levier. C'est un vrai levier. Et donc, je me suis entouré de, en fait, petit à petit, à partager ces moments-là, ces podcasts avec ces entrepreneurs. On est devenus potes. Je suis devenu pote littéralement avec même la totalité des personnes avec qui j'ai fait le podcast, tu vois. Après, on a plus ou moins d'affinités, etc. Et on a plus ou moins des agendas libres aussi, parce que les personnes que j'ai interviewées, en général, elles étaient un peu comme moi, assez focus, donc pas beaucoup de temps non plus à côté à consacrer à la vie sociale, quoi. Mais donc, on se voit de temps en temps, etc. Et donc, c'est vrai que petit à petit, je me suis entouré de plein d'entrepreneurs comme ça. Je me suis très vite rendu compte, et ça, c'était, je pense, un des meilleurs souvenirs que j'ai pour l'instant, ce chemin que j'ai parcouru, c'est le moment où j'ai commencé à capter que putain, c'est pas compliqué d'intégrer un milieu entrepreneurial. En fait, il faut juste connaître les bonnes personnes. Et les bonnes personnes, en fait, elles se rencontrent très facilement parce que suffit de leur proposer un podcast, tu sympathises avec elles parce qu'en fait, tu partages des trucs, il y a une énergie, les deux le ressentent. Donc, on a envie d'après de repartager ce genre de moments. Et en fait, petit à petit, on t'inclut, on t'invite à des petites soirées, des trucs et tout. Et j'ai notamment été invité à
premièrement un dîner qui est organisé par Raphaël Monge, que je salue, qui est un très bon pote à moi maintenant. C'est le Builders Club, c'est ça? Qui a créé le Builders Club par la suite. Et initialement, c'est génial. il faisait des petits dîners tous les dimanches dans un restaurant. Il invitait 8 entrepreneurs tous les dimanches. Et le but, c'était de connecter, de rencontrer, etc. La force du réseau que tu as avec ça, c'est génial. C'est facile on va dire de t'inclure là-dedans, parce que c'est que des gens qui pensent comme toi, qui ont la même vibe que toi. Enfin, j'imagine. Il n'y a pas de truc de j'en suis là, moi j'ai lancé 3 business, toi t'as rien lancé encore. Tu sais, c'était, encore une fois, on regardait pas le produit des gens, mais la personnalité. Ouais. Et moi, c'est le plus important, je pense. En soi, le reste vient avec en soi. Mais bien sûr, le nombre d'entrepreneurs que j'ai connus, même que j'ai interviewé sur mon podcast, qui avaient un projet X et aujourd'hui c'est plus rien à voir. Mais les mecs ont toujours la même dalle et en fait ils ont encore un projet encore plus ambitieux et ils se donnent encore plus, etc. Donc c'est pas ah ouais mais t'as lancé tel projet, ah ouais mais toi t'as pas d'expérience et tout. Clairement. Mais même c'est cette idée de s'entourer de personnes qui vraiment sont ambitieuses et vraiment sont prêtes à faire des sacrifices pour atteindre leurs objectifs. C'est pas juste je suis un wannabe entrepreneur, je ship de produits sur AliExpress et je me prétends entrepreneur, tu vois. C'est pas du mépris de classe que je fais, mais c'est pas l'énergie que j'aime. Moi l'énergie c'est putain vas-y on va tout casser, tu vois. Et s'entourer de gens comme ça, c'est le feu. Et donc Raphaël, ce mec-là qui faisait les dîners, a par la suite créé un club avec tous les invités qu'il avait eu au dîner, qu'il avait kiffé, avec qui ça avait bien matché, qui s'appelle le Builders Club, que j'invite les gens à suivre sur les réseaux. Et on fait du coup maintenant plein de petites soirées, de petits dîners, etc. Où ça nous permet toujours de rencontrer le maximum de gens dans cet esprit, dans cet état d'esprit. Tu vois, j'entendais l'autre fois, j'écoutais, parce que moi, ma journée, c'est justement me cultiver. Donc, ça passe par des lectures, des newsletters, des fois des trucs qui ont rien à voir avec la finance, tu vois, de la littérature, de l'art, etc. Et récemment, j'ai écouté aussi un podcast, je le fais peu, mais du CEO de Danone, qui expliquait que lui, il essaye de s'entourer de gens qui sont meilleurs au moins dans un domaine que lui, tu vois. Moi, c'est ce que j'essaye de faire au cabinet. Il y a plein de gens qui sont meilleurs que moi en organisation, j'essaye de m'inspirer un peu de ça. Il y a des gens qui sont meilleurs que moi sur la réglementation, j'essaye de m'inspirer un peu de ça. Et en fait, c'est mathématique, même si, je trouve ça hyper intéressant, même si t'as rien de plus que les autres. Moi, je pense pas avoir quelque chose de plus que qui que ce soit, tu vois, juste un mec basique, tu vois. Mais en fait, si tu t'inspires de mecs qui sont meilleurs au moins dans un domaine, et juste que tu le fais, que tu le prends vraiment au pied de la lettre, tu seras forcément meilleur que la moyenne des gens qui t'entourent, tu vois. Statistiquement, c'est obligé. Est-ce que ça, c'est un truc que tu fais de manière proactive? Est-ce que t'as fait ça pour justement dire je m'entoure de gens qui sont meilleurs que moi, qui m'inspirent? C'était 100%. vraiment ça l'idée de 100%. Et je suis entièrement d'accord avec ce CEO de Danone. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il est CEO de Danone, mais Ah, j'aimais bien la vibe, ouais. Ouais, en fait, tu prends le meilleur de chacun et tu t'inspires de ce meilleur, de cette caractéristique-là de chacun. Il y a des gens qui sont extrêmement forts socialement. Moi, j'ai un pote, je pense à lui, Igor, là, si tu nous regardes. Le mec est hyper smooth, il est hyper sociable, il s'est connecté avec n'importe qui, etc. Quand je vais en soirée avec lui, le mec parle à la terre entière. Et à la fin, il a connecté avec tout le monde. Évidemment que quand je vais avec lui en soirée, je suis beaucoup plus sociable. En fait, les énergies, Oui, tu le travailles au quotidien en soi. Ouais. Mais c'est un truc, tu t'inspires de manière proactive, mais aussi sans même s'en rendre compte. Mais c'est des énergies, en fait. C'est pour ça que tu ressembles aux 5 personnes qui t'entourent. Ouais. Ouais, ça, c'est la règle qu'on entend souvent. Mais bien sûr, mais il y a rien de plus vrai. Il y a rien de plus vrai. Et petit tips pour ceux qui sont pas entourés, peut-être toi, hein, qui n'est pas entouré encore. Moi, j'essaye, tu vois, de le faire. Pour l'instant, de beaucoup d'entrepreneurs et tout. Petit tips pour toi, potentiellement, si tu vois, t'es pas encore entouré de beaucoup d'entrepreneurs ou des gens qui nous écoutent. Moi, j'essaye je suis au début de ça, tu vois. J'essaye de le faire. Tout à l'heure, je vais boire un verre avec un entrepreneur, tu vois, qui a demandé, qui a connu le podcast, qui a demandé à me rencontrer et tout. Je trouve ça génial, tu vois. J'accepte dès que je peux, quoi. Magnifique. Pour moi, quand t'as pas encore ce truc-là où t'arrives à connecter dans le réel avec des personnes, il faut que ton environnement, non pas physique et réel, mais virtuel, soit un environnement qui t'inspire et qui te pousse vers le haut. Moi, j'ai découvert ça en Australie. C'est ça qui m'a fait lancer ma première marque, mon premier business, entre guillemets. C'est que j'étais solo en Australie et toute la journée, dans les oreilles, j'écoutais des podcasts entrepreneuriaux de mecs qui avaient fait des business de fou ou qui étaient des jeunes et qui étaient en train de faire un truc sympa, etc. Toute la journée, j'écoutais ça. Et en fait, ton cerveau, il se reformate. En 6 mois, j'étais plus la même personne que pendant 6 mois à Dauphine, entouré d'étudiants dauphinois. Parce qu'en fait, t'es entouré virtuellement et c'est une grosse force des podcasts, des réseaux et tout. Ouais, mais peut-être qu'aussi, justement, toi, tu parlais alors de ta vie avant, alors en Australie, mais aussi à Dauphine, où tu as eu cette vie justement d'étudiant, tu vois. Moi, j'ai eu la même chose, mais dans le sport. Avant, j'étais sportif, j'ai fait beaucoup de foot, beaucoup de ski, où du coup, j'ai pu rencontrer plein de monde, faire la fête, tu vois. C'est un milieu, justement, où j'ai pu faire ma vie là, ça m'a suffi. Ça te nourrit un peu. Et aussi. Maintenant, tu vois, je suis OK pour faire que ça de ma life et chercher la performance, tu vois. On y reviendra tout à l'heure, c'est un vrai sujet, parce que je pourrais teaser sur le prochain épisode qui sera avec Olivier Amand.
Ça va être génial aussi, et qui pense tout le contraire justement. Nous, on est l'archétype de ce qu'il décrit comme presque le diable, quoi. Je trouve On ça est trop le shaitan intéressant. de Olivier Armand, c'est ça? Bah ouais, en fait, lui, il part du principe que, je peux en parler maintenant, il part du principe que la performance, c'est la fragilité, tu vois. En gros, il dit que dans un monde stable, la performance, c'est OK. C'est comme ça que les entreprises peuvent être rentables et tout. Mais dans un monde instable, et lui, il pense qu'on vit dans un monde instable et on arrive, tu vois, au truc où on peut plus le nier, et il te dit que c'est la robustesse qui va générer la rentabilité et même qui est la clé. Et en gros, la robustesse, pour lui, c'est deux choses. C'est à court terme, c'est être stable, et à long terme, c'est que ce soit viable, quoi. Donc, c'est complètement différent de ce que nous, on fait. Toi, dans ta banque privée, tu cherches à générer de la performance pour le client. Toi, dans ta vie, avec ta création de contenu, moi, c'est pareil. On cherche à être performant, parce qu'il faut qu'on s'organise pour être le plus performant possible et tout. Enfin, ouais, on est le diable, quoi, pour lui, en gros. Et je trouve ça génial. Pour les gens qui vont nous écouter, vous pourrez vous faire votre propre avis, comme ça, vous aurez les deux points de vue, quoi. Bah, pour rebondir là-dessus, c'est ce qu'on disait juste avant le podcast, mais je serais très curieux d'écouter ce podcast et je l'écouterai avec plaisir, parce que justement, pour moi, c'est deux choses qui ne sont pas antinomiques, et pour moi, je ferai passer le message. Et pour moi, la vraie force, c'est pas la robustesse, c'est la flexibilité. C'est comme le roseau. Le roseau, il ne fend jamais. Il est flexible. Et les roseaux, c'est le truc le plus durable qui existe. Beaucoup plus durable qu'un chêne, qui est massif et robuste. Donc, pour moi, la vraie durabilité, c'est la flexibilité, non pas la robustesse. Mais je me ferai un plaisir de confronter ce que je pense avec son... Il a un avis là-dessus, en plus, tu vois, il confronte adaptabilité et s'adapter. Et pour lui, c'est deux choses complètement différentes. Et bon, on va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Ça sera justement, je vous tease pour le prochain épisode, mais je vous invite à réfléchir autour de tout ça. C'est vraiment génial, quoi. Et je l'écouterai avec plaisir. Mais en tout cas, génial. Mais c'était un super épisode parce que moi j'ai appris plein de choses. Mais je vous invite du coup à voir ce que Louis va faire dans les prochains mois, parce que vous êtes au tout début d'un truc qui est en train de se lancer et qui va être génial. Là, ça va être peut-être qu'un jour tu auras besoin de t'entourer de quelqu'un qui a plus un biais financier. On sait pas. Ça serait le réseau, génial. encore une fois, c'est important. Le réseau serait génial. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous plaira. Veut montrer que la jeune génération, on n'est pas bon que à être sur TikTok et à scroller toute la journée, quoi. Mais j'espère que ça vous plaira, et dans le prochain épisode, du coup, voilà, vous aurez le contrepoint de tout ce qu'on vient de dire là. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui nous ont écoutés, et on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. Comme d'habitude, vous me laissez juste le temps de préparer un épisode de qualité, et ça sort dès que possible. Merci.